Assassins, personnes sans limite qui utilisent le temps de leur vie pour interrompre celle des autres. Au sommet de leur cruauté, ils font désormais face au défi ultime, goûter leur propre poison à l'approche de la peine de mort, où leur seul regret est d'avoir été découvert. Témoignez avec nous du dernier jour sur Terre de ces individus obscurs, déchiffrant le labyrinthe de leur esprit perturbé alors qu'ils se préparent à l'issue inévitable. David est passé de crimes mineurs, tels que le vol et la vente de son propre corps à des fins sexuelles, à terroriser la ville d'Oakland, en Californie, entre mars et décembre 1980, mettant fin à la vie d'au moins 4 personnes âgées chez elle. En janvier 1981, Mason a été impliqué dans une poursuite en voiture avec la police et a réussi à s'échapper, mais a laissé sa voiture derrière lui. Les autorités ont utilisé les informations obtenues à partir de la voiture pour localiser son domicile, où elles ont pu parler à la mère et aux frères de Mason. Le duo a fourni une cassette vidéo réalisée par Mason, dans laquelle il confessait tous ses actes, les décrivant en détail. Il avait laissé la vidéo à sa famille au cas où il lui arriverait quelque chose. Sur la base des confessions de Mason, un mandat d'arrêt a été émis, et le 4 février 1981, lorsque la police est arrivée au Holiday Inn où il séjournait, il n'a pas résisté et a été arrêté sans incident. Mason a avoué tous ses crimes, mais a ajouté un meurtre de plus à la liste que la loi avait déjà. Il a avoué avoir tué son amant, Robert, lors d'une dispute parce que Robert avait admis l'avoir infecté intentionnellement avec l'herpès. Avant son procès, Mason a été détenu à la prison du comté d'Alameda, où lui et un codétenu se sont ligués pour tuer un autre détenu. Au début de son procès en 1983, Mason a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui. Cependant, il a été reconnu coupable des 5 meurtres en janvier 1984. Mason a été condamné à mort et transféré à la prison d'État de San Quentin, où il est resté jusqu'à son exécution. Avec le temps, Mason est tombé amoureux d'une femme nommée Charlène et s'est marié avec elle alors qu'il attendait sa peine. Au fil du temps, le criminel condamné et mari a avoué sa culpabilité, admettant tous ses crimes et montrant un grand remords pour le mal qu'il avait causé. Mason a montré du remords, mais personne ne savait l'étendue de celui-ci jusqu'en juin 1993, lorsqu'il a retiré volontairement un appel que son avocat avait déposé. S'il avait laissé l'appel se poursuivre, il aurait pu obtenir un nouveau procès qui aurait pu annuler sa peine de mort. Mais Mason ne voulait pas saisir cette opportunité. Sa date d'exécution a alors été fixée au 24 août 1993, à sa demande. Quelques semaines avant son exécution, Mason a accordé une interview à quelques journalistes, dans laquelle il a décrit son temps dans le couloir de la mort. Il a également parlé de la manière dont il comprenait la douleur qu'il avait causée aux familles de ses victimes et comment il était prêt à assumer la responsabilité de ses actions. Bien que Mason ait reçu plus de 200 lettres de personnes lui implorant de reconsidérer son appel, son esprit était fait. À l'approche de la date d'exécution, Mason a choisi de passer son dernier jour sur Terre avec sa famille. Lorsqu'on lui a demandé son dernier repas, il a refusé de faire une demande et a demandé à être servi avec la même nourriture que celle des prisonniers. Dans ces dernières heures, Mason a demandé un accès illimité au téléphone, choisissant de ne pas parler à un prêtre, et sa dernière demande était un verre d'eau glacée. Mason a été exécuté dans la chambre à gaz le 24 août 1993. En entrant dans la chambre, les agents lui ont informé qu'il avait le pouvoir de retarder l'exécution en déclarant simplement qu'il souhaitait faire appel de sa condamnation. Cependant, ce conseil est tombé dans des oreilles sourdes, car Mason avait décidé de son propre destin et a choisi de l'accepter. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des mots de la fin, Mason a dit au directeur qu'il n'en avait pas. David Mason a été le dernier prisonnier à être exécuté de cette manière en Californie. Peu d'informations sont connues sur le lieu de repos final des restes de Mason, mais comme d'autres prisonniers du couloir de la mort, son corps a pu être incinéré ou enterré dans une tombe non marquée. Carlton Gary est un tueur en série américain qui aurait abusé de 9 femmes âgées et pris la vie de 7 d'entre elles entre 1977 et 1978.
Tout au long de sa vie, Gary a été emprisonné pour une raison ou une autre, mais il était la personne la moins suspecte concernant les décès de ses femmes au moment de son arrestation en décembre 1978. Gary était impliqué dans un vol en Caroline du Sud et a avoué ce vol, recevant une peine de 21 ans en mars 1983. Seulement 5 ans après sa peine, Gary s'est échappé de la garde et est resté en fuite pendant 1 an avant d'être arrêté à nouveau. Les enquêtes sur les meurtres de ces femmes âgées par un tueur en série surnommé le strangulateur de bas ont pris une tournure différente lorsque de nouvelles preuves ont conduit les autorités directement à Gary. Ils ont trouvé une arme à feu et une correspondance d'empreintes digitales qui prouvaient qu'il était le criminel en série terrorisant la ville de Columbus, en Géorgie. Trouver son empreinte digitale sur une scène de crime aurait pu être une coïncidence, mais ce ne fut pas le cas car les empreintes digitales de Gary ont été retrouvées à 4 endroits différents. Gary a été accusé des homicides en mai 1984 et bien qu'il ait admis être allé chez les femmes, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas commis les meurtres et qu'une autre personne avait tué les victimes. Malgré les tentatives de Gary de maintenir son innocence, le dossier de l'accusation contre lui était solide et avec toutes les preuves, il a été condamné à mort pour 3 des 7 meurtres en août 1986. En tant que prisonnier dans le couloir de la mort, Gary se trouvait dans une cellule minuscule où il passait la majeure partie de son temps en solitude, ce qui est habituel pour les prisonniers attendant ce type de peine. Il avait 1 heure d'exercice par jour, une télévision et une radio dans sa cellule pour lui tenir compagnie. Au fil des ans, Gary a développé un grand intérêt pour l'art et a commencé à montrer son talent artistique. Il passait son temps à fabriquer des cartes de Noël et d'anniversaire à la main pour les gens. La vie de Gary a pris un tournant positif lorsqu'il s'est marié en 1996, rencontrant sa fiancée par l'intermédiaire d'un groupe d'église qui visitait fréquemment les détenus. En plus de se marier, il a également adopté la fille de la femme. Bien qu'il soit derrière les barreaux, Gary aimait sa femme et a développé un lien étroit avec sa fille adoptive. Pendant longtemps, Gary a attendu d'être exonéré, mais ce jour n'est jamais venu. Il a fait appel plusieurs fois au fil des ans, mais sa peine est restée inchangée. En décembre 2009, à seulement 4 heures de son exécution, les espoirs de Gary d'être exonéré ont été ravivés lorsque la Cour suprême de Géorgie a suspendu son exécution pour déterminer si des tests ADN étaient nécessaires pour prouver son innocence ou sa culpabilité dans les crimes. Malheureusement, tous les espoirs ont été écrasés définitivement en février 2018, lorsqu'une nouvelle date d'exécution a été fixée au 15 mars 2018. Pendant ses préparatifs finaux avant l'exécution, Gary a refusé de manger son dernier repas et a également décliné l'offre de prier. Étonnamment, Gary n'a fait aucune déclaration finale avant son exécution. À l'âge de 66 ans, Gary a été exécuté par injection létale à la prison de diagnostic et de classification de Géorgie à Jackson, en Géorgie, qui est utilisée par l'État de Géorgie comme centre d'exécution ainsi que comme musée présentant des artefacts liés à l'histoire de la peine de mort dans l'État. Ce qui est arrivé au corps de Gary reste inconnu, mais il est possible qu'il ait été enterré dans une tombe anonyme ou que son corps ait été incinéré. Gary Gilmore s'est tourné vers le crime à un jeune âge et a été arrêté pour la première fois à 14 ans en 1964. Il a été condamné à 15 ans de prison pour agression et vol qualifié. Plus tard, il a été libéré sous condition en avril 1976, après quoi il a déménagé à Provo, Utah, avec son cousin. Là, il a tenté d'accepter des emplois légitimes à 2 reprises, mais a échoué à chaque fois. Frustré, Gilmore est retourné à ses tendances violentes, volant les autres et buvant. En juillet 1976, seulement quelques mois après sa libération, Gary Gilmore a élevé son statut de criminel ordinaire à meurtrier. Le 19 juillet, il est entré dans une station-service à Orem, Utah, l'a volé et avant de partir a abattu Max Jensen, un employé de la station. Le lendemain,
Gilmore a cambriolé un motel à Provo, mais n'est pas parti avant d'avoir utilisé son arme contre le directeur du motel, Ben Bushnell. La femme de Bushnell a été témoin de la rencontre et a vu Gilmore quitter les lieux avec la caisse enregistreuse. Gilmore s'est accidentellement tiré dans la main droite en essayant de cacher l'arme dans un buisson. Lorsqu'il est retourné à un garage où il avait laissé son camion pour des réparations avant d'aller cambrioler le motel, le propriétaire a remarqué que sa main saignait. Lorsque Gilmore est parti, le propriétaire a appelé la police et a donné le numéro de plaque de son camion. Gilmore a été arrêté avec l'aide de sa cousine Brenda, qui l'a dénoncé à la police lorsqu'il l'a appelé pour demander de l'aide avec des bandages et des analgésiques pour sa blessure. Le procès de Gilmore a commencé en octobre 1976 et n'a duré que 2 jours. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort. La réaction de Gilmore à cette peine était inhabituelle et a attiré l'attention des médias. Il a accepté sa peine et n'a fait aucun effort pour renégocier la sanction qui lui avait été infligée. Cette réponse a choqué de nombreuses personnes et les a laissées se demander pourquoi il choisirait d'accepter une punition si sévère. Éprouvait-il un véritable remords ou pensait-il que ce chemin était le seul moyen de mettre fin à sa souffrance ? Pendant son temps en attente de la peine, Gary Gilmore a mené une vie d'isolement et de monotonie, comme c'est courant chez les prisonniers dans cet état. Cependant, quelque chose chez Gilmore se distinguait. Il semblait désireux de mettre fin à sa vie. Son exécution a été reportée plusieurs fois et il a réagi en faisant grève de la faim pour protester contre les retards. Il a prouvé sa volonté de renoncer à son droit de vivre lorsqu'il a écrit une lettre à sa mère lui demandant de cesser d'essayer d'interjeter appel en son nom. Entre novembre et décembre de cette année-là, Gilmore a tenté de se suicider 2 fois, mais il a été arrêté à temps. Dans l'Utah, il n'y avait que 2 méthodes d'exécution, pendaison et peloton d'exécution. Gilmore a choisi le peloton d'exécution parce qu'il pensait que la pendaison pourrait mal se passer. La veille de son exécution, le 17 janvier 1977, Gilmore a demandé un repas simple composé de steak, de pommes de terre, de lait et de café, mais il n'a consommé que le lait et le café le matin de l'exécution. Il a été conduit dans la chambre d'exécution, où il a été attaché à une chaise. Derrière lui se trouvaient des sacs de sable pour absorber les balles. L'acceptation de sa peine par Gilmore n'était pas la seule chose qui l'a rendu notoire. Son choix de dernières paroles l'a également rendu célèbre. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des dernières paroles, Gilmore a simplement dit « Faisons-le ». Après son exécution, le corps de Gilmore n'a pas été immédiatement enterré. Bien qu'il ait été un criminel pendant la majeure partie de sa vie, il a accompli un dernier acte de bien avant de mourir. Il a demandé que certains de ses organes soient donnés à des personnes dans le besoin. Après sa mort, les cornets de Gilmore ont été retirés et envoyés au centre médical de l'université de l'Utah, et dans les 24 heures, 2 personnes les ont reçues. Le même jour, son corps a été incinéré et ses cendres ont été dispersées d'un avion. Wesley Allen Dodd était un criminel dont le nom est gravé dans l'histoire en raison de ses terribles crimes. Dodd a commencé sa série de crimes sexuels à l'âge de 13 ans, qui a duré une décennie, au cours de laquelle il a violé plus de 50 mineurs. Sous une façade de normalité, il a proposé de s'occuper des enfants de ses voisins, cachant ainsi ses intentions perverses. En 1989, sa trajectoire criminelle a culminé dans un acte d'enlèvement dans un cinéma à Washington. L'enquête qui a suivi a révélé la profondeur de sa dépravation et l'horreur de ses actes. Il a été découvert que Dodd était également responsable du meurtre brutal de 3 garçons à Vancouver la même année. Après une confession détaillée au cours d'une enquête de 3 jours, un mandat de perquisition a été émis pour la maison de Dodd. Là, les enquêteurs ont trouvé des archives macabres, y compris des coupures de presse relatant ses crimes, un dossier contenant des sous-vêtements de ses victimes et un album photo rempli d'images de différents mineurs de moins de 12 ans qu'il avait violés. La découverte la plus troublante était son journal, où il décrivait en détail ses meurtres, ses méthodes et ses projets d'atrocités futures. Dodd a ensuite été accusé de meurtre au premier degré, avec circonstances aggravantes et de tentative d'enlèvement. Il a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation et a été condamné à mort en 1990.
Lorsqu'on lui a demandé le mode d'exécution, il a choisi la pendaison, une méthode similaire à celle qu'il avait utilisée pour ôter la vie à sa dernière victime. Étonnamment, Dodd n'a fait aucun effort pour faire appel de sa condamnation. Au contraire, il a insisté sur le fait que son exécution était essentielle pour la sécurité du monde. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas être réhabilité et que, s'il en avait l'occasion, il continuerait d'agresser des enfants, y trouvant du plaisir. Ces déclarations ont dressé un portrait terrifiant d'un homme qui semblait être au-delà de toute chance de rédemption. Pendant qu'il attendait son exécution, Dodd a utilisé son temps pour sensibiliser le public à la maltraitance des enfants. Il a accordé des interviews à des journalistes, a participé à des émissions de télévision et a parlé ouvertement avec quiconque était prêt à l'écouter. Même tout en plaidant pour sa propre exécution, il a écrit un manuel d'autodéfense pour les mineurs, offrant des conseils sur la façon de se protéger des personnes comme lui. Le 5 janvier 1993, Wesley Dodd a été exécuté par pendaison dans une potence interne à la pénitencier d'État de Washington, à Walla Walla. Son exécution a été assistée par du personnel local et régional, des membres des familles des victimes et des fonctionnaires pénitentiaires. Étonnamment, ces derniers mots ont reflété un changement de perspective, car il a affirmé avoir trouvé l'espoir et la paix dans le Seigneur Jésus-Christ, encourageant les autres à chercher la même chose. L'exécution de Dodd était un événement rare aux États-Unis, car il a été la première personne à être exécutée par pendaison en plus de 30 ans. Après son exécution, son corps a été transféré à Seattle, où un examen a été effectué suivi d'une crémation et ses cendres ont été remises à sa famille. Les détenus dans le couloir de la mort présentent souvent des comportements variés dans leurs dernières heures. Certains résistent jusqu'au bout, tandis que d'autres acceptent leur destin avec sérénité. Dodd, cependant, a demandé une exécution rapide. Les choix individuels pendant ces moments angoissants restent imprévisibles et il n'y a pas de moyen définitif de déterminer comment quelqu'un choisira de passer ses dernières heures sur Terre.